Bana Congo, bino batu bozana besoin ya kutonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, maximal et lenda. L'air mutamati, mutakokwe ya te. Yabiso, eza na ba norme européenne. Yabiso eza ya ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, batu nyonso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine ya kafou, sécurité, ils a assuré, connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h, courant et Kindakate, na immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Un message du Bureau des Affaires africaines des États-Unis vient de sonner comme un avertissement direct au régime de Paul Kagame. En dénonçant les atrocités commises par le M23 et en appelant à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, Washington met Kigali face à ses responsabilités. Derrière le langage diplomatique se cache une réalité. Si Kagame ne met pas fin à cette guerre, il pourrait finir isolé et jugé, à l'image de Charles Taylor. Voici une analyse en profondeur de ce tournant décisif pour la RDC, l'Afrique et la communauté internationale. Le communiqué publié par le Bureau des Affaires africaines des États-Unis sur son compte officiel X n'est pas un simple rappel protocolaire. C'est un texte lourd de sens qui s'inscrit dans un contexte géopolitique bien précis et qui constitue une inflexion notable dans la diplomatie américaine vis-à-vis de la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Le passage clé est celui-ci: Violence targeting civilians in Eastern DRC is unacceptable, and we urge all parties to uphold the ceasefire commitment to the Declaration of Principles signed in Doha between the DRC and M23. We have called for a UN Security Council emergency briefing on DRC to discuss the horrific abuses perpetrated against civilians, including by M23, and will continue to promote accountability to ensure that those who undermine peace, stability or security face consequences. Dans ce langage policé, Washington dit deux choses fondamentales. Premièrement, le M23 est clairement désigné comme auteur d'atrocités. Deuxièmement, les États-Unis s'engagent à chercher des mécanismes de responsabilité internationale contre ceux qui alimentent la guerre. Or, dans la réalité des faits, tout le monde sait que le M23 n'existe pas sans le Rwanda. Ce mouvement n'est rien d'autre que la façade armée des forces de défense du Rwanda, RDF, créée, entraînée et commandée depuis Kigali. Les experts de l'ONU l'ont documenté, l'Union européenne l'a reconnu, et même certains alliés traditionnels de Paul Kagame commençaient à le dire ouvertement. En visant le M23, Washington vise donc Kagame, mais sans le nommer. C'est de la diplomatie classique. On ne pointe pas directement le chef d'État, mais on cible son instrument de guerre, en laissant entendre que si cet instrument continue ses exactions, alors son commanditaire devra en répondre. Ce choix des mots est révélateur. Par le passé, les États-Unis utilisaient un langage beaucoup plus équilibré, appelant toutes les parties à la retenue, mettant sur le même plan le gouvernement congolais et le mouvement rebelle. Aujourd'hui, le ton change, le M23 est explicitement accusé de « horrific abuse », d'atrocités contre les civils. C'est un saut qualitatif, car cela légitime le discours de Kinshasa qui, depuis des années, dénonce l'agression rwandaise. Cela renforce aussi la position de Félix Tshisekedi, qui martèle que la guerre n'est pas une guerre civile congolaise, mais une guerre d'agression étrangère menée par un voisin. Ce rappel au cessez-le-feu signé dans la déclaration de principe de Doha est aussi hautement stratégique. Officiellement, ce texte a été conclu entre le gouvernement congolais et le M23 sous la médiation du Qatar et des États-Unis. Mais en réalité, c'est Kigali qui a donné son feu vert à cette signature, puisque le M23 n'agit jamais de manière autonome.
Quand Washington exhorte à respecter le cessez-le-feu, c'est une manière de dire à Kagame « Tu t'es engagé par procuration à Doha. Si le M23 continue de tuer, c'est toi qui violes tes engagements. » Autrement dit, la communauté internationale met désormais la responsabilité juridique et politique de la reprise des combats sur le Rwanda. Et cette évolution est capitale car elle prépare le terrain à ce que les diplomates appellent des mesures de responsabilisation. Washington parle de promouvoir la responsabilité et de s'assurer que ceux qui sabent la paix, la stabilité et la sécurité feront face à des conséquences. Là encore, le langage est codé. Les conséquences peuvent aller de sanctions économiques ciblées contre les responsables jusqu'à des restrictions diplomatiques, voire à des poursuites internationales. L'histoire récente de l'Afrique fournit un exemple clair, Charles Taylor. L'ancien président du Libéria pensait pouvoir manipuler des rébellions dans la sous-région sans jamais être inquiété. Il armait, finançait et dirigeait les rebelles du RUF en Sierra Leone, responsables de mutilations, de massacres et d'atrocités innommables. Pendant un temps, il a été protégé par des réseaux occidentaux. Mais un jour, le consensus international a basculé et il a fini jugé et condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. La comparaison avec Kagame est frappante. Comme Taylor, il a construit un système de guerre par procuration qui lui permette de déstabiliser ses voisins tout en prétendant que le Rwanda n'y est pour rien. Comme Taylor, il profite de ces guerres pour contrôler des ressources naturelles stratégiques, en l'occurrence l'or, le coltan et le cobalt de l'Est congolais. Comme Taylor, il a longtemps bénéficié d'une indulgence occidentale, car il apparaissait comme un allié utile dans la région. Mais comme Taylor, il est en train de franchir la ligne rouge, celle des massacres de civils sous les yeux de la communauté internationale, à une époque où les images circulent instantanément et où les opinions publiques y pèsent de plus en plus dans les décisions diplomatiques. Les États-Unis ne parlent pas à la légère lorsqu'ils convoquent le Conseil de sécurité pour une séance d'urgence. Cela signifie que Washington veut mettre la question de la RDC au centre de l'agenda mondial. Cela veut dire aussi que les crimes du M23, donc du Rwanda, ne pourront plus être relégués à des discussions régionales stériles. Désormais, ce sont les grandes puissances qui vont en débattre, avec le risque pour Kigali de voir son image écornée au plus haut niveau. Paul Kagame a toujours investi dans le branding international de son régime, le Rwanda pays modèle, discipliné, ouvert aux affaires, champion des femmes au Parlement. Mais que reste-t-il de cette image quand les résolutions de l'ONU commencent à parler de crimes de guerre, de massacres de civils, et quand des puissances comme les États-Unis commencent à envisager des sanctions? Pour Félix Tshisekedi et pour le peuple congolais, cette évolution est une victoire diplomatique. Pendant des années, Kinshasa a crié dans le désert, dénonçant les complicités internationales et les doubles standards. Aujourd'hui, le vent tourne. La diplomatie congolaise, incarnée par des figures comme Thérèse Kayikwamba-Wagner, parvient à imposer ses arguments. Le fait que Washington parle explicitement d'atrocités du M23 valide la ligne politique de Kinshasa. Cela donne aussi une légitimité accrue au FARDC et au Wazalendo, qui combattent sur le terrain contre une armée mieux équipée et appuyée par le Rwanda. Mais au-delà de la diplomatie, il faut insister sur la dimension stratégique. Le message américain est en réalité un ultimatum. Kagame doit cesser d'utiliser le M23 comme bras armé, faute de quoi il subira des conséquences. C'est exactement ce qui s'est passé pour Taylor. Tant qu'il restait dans les limites d'une guerre de basse intensité, les puissances détournaient le regard. Mais quand le sang a coulé en masse et que la stabilité régionale a été compromise, elles l'ont lâché. Kagame est en train d'atteindre ce point de bascule. Les massacres de Kishiché, de Rutshuru et de Massissi sont documentés. Les rapports de l'ONU s'accumulent. Les voix de la société civile congolaise, rwandaise en exil et même ougandaise s'élèvent. Et désormais, Washington prend acte. Il ne faut pas se tromper, le spectre de Charles Taylor plane réellement sur Kagame. Non pas qu'un tribunal international soit convoqué demain matin, mais le processus de délégitimation est enclenché. Une fois que les grandes capitales ont décidé qu'un dirigeant est un problème, il devient de plus en plus difficile pour lui de voyager, de lever des financements, de convaincre des investisseurs.
L'économie rwandaise, déjà fragile et dépendante de l'aide internationale, ne pourra pas résister longtemps à une mise au ban. Et les élites du Front patriotique rwandais, qui profitent aujourd'hui du système, commenceront tôt ou tard à se poser des questions. Vaut-il la peine de sacrifier l'avenir du Rwanda pour les ambitions personnelles de Kagame ? Dans ce contexte, Tshisekedi doit continuer à combiner deux stratégies, la diplomatie et la préparation militaire. La diplomatie, parce qu'il faut exploiter ce momentum international pour isoler Kigali et pousser la communauté internationale à prendre des mesures contraignantes. La préparation militaire, parce que l'histoire montre que Kagame ne recule que devant la force. Les FARDC, appuyés par les Wazalendo, doivent continuer leur montée en puissance, nettoyer leur rang des traîtres hérités du système kabiliste et se doter d'une stratégie offensive. La victoire ne sera pas seulement diplomatique, elle sera aussi militaire. Et plus vite l'armée congolaise sera capable de reprendre l'initiative, plus vite Kagame comprendra que le jeu est terminé. Ainsi, le communiqué américain n'est pas une simple déclaration. C'est un jalon historique dans la longue lutte de la RDC contre l'agression rwandaise. C'est le signe que le temps de l'impunité touche à sa fin. Et c'est un avertissement clair à Paul Kagame. S'il ne change pas de cap, il finira comme Charles Taylor, jugé par la communauté internationale, abandonné par ses anciens protecteurs et réduit à l'impuissance. L'histoire est en marche et elle ne pardonne pas aux tyrans qui croient pouvoir défier le monde entier. Si Paul Kagame est aujourd'hui vulnérable et isolé, une question cruciale se pose. Que se passera-t-il après lui ? Car l'homme qui a bâti tout le système politique rwandais autour de sa personne ne peut pas disparaître sans que des secousses majeures ne se produisent à Kigali. L'histoire des régimes autoritaires montre toujours la même chose. Lorsque le dictateur tombe, la façade de stabilité s'écroule, les luttes internes s'intensifient et les clans qui s'étaient tus par peur se livrent à une guerre de succession. Le Rwanda n'y fera pas exception. Le Front patriotique rwandais, FPR, qui constitue la colonne vertébrale du régime, est déjà traversé par des rivalités. Autour de Kagame, plusieurs factions existent, celles des militaires historiques, souvent des Tutsis venus d'Ouganda qui l'ont accompagné dans sa conquête du pouvoir, celle des technocrates civils qui gèrent l'image internationale du Rwanda, et celle de la famille présidentielle avec l'influence grandissante de Jeannette Kagame et de ses enfants. Tant que Kagame règne, ces rivalités sont étouffées. Mais le jour où il perdra la main, elles éclateront au grand jour. Un scénario est celui d'une succession dynastique. Kagame pourrait tenter d'imposer son fils, Ivan Siomoro, comme héritier. Mais cette option est fragile. L'armée rwandaise, dominée par des vétérans aguerris et souvent frustrés, n'acceptera pas facilement de se soumettre à un jeune homme sans expérience militaire réelle. Un autre scénario est celui d'un coup de force interne mené par un cercle de généraux, lassés de voir Kagame les entraîner dans une guerre sans fin qui menace leur survie. Ces généraux pourraient négocier leur survie politique et judiciaire en échange d'un retrait progressif du Congo et d'une normalisation avec Kinshasa. Quel que soit le scénario, il faut comprendre que l'après-Kagame ne sera pas une continuité tranquille. Ce sera une période de turbulence où les équilibres régionaux seront remis en cause. Et c'est là que la RDC et Tshisekedi ont une carte historique à jouer. Car plus Kagame est faible, plus la RDC a l'opportunité de consolider sa souveraineté et de reconstruire l'est du pays. Si Kigali entre dans une phase d'instabilité, le M23 perdra automatiquement ses appuis logistiques et financiers. Les combattants, abandonnés à eux-mêmes, n'auront d'autre choix que de se rendre ou de se disperser. Les FARDC et les Wazalendo pourront alors reprendre les territoires occupés et ramener progressivement la paix. Mais Tshisekedi devra être prudent. La chute de Kagame ne signifie pas la fin immédiate des menaces. D'autres acteurs régionaux, comme Museveni en Ouganda, pourraient tenter de profiter du vide pour renforcer leur influence en RDC. L'Occident lui-même, bien qu'ayant pris ses distances avec Kigali, cherchera à remodeler la région selon ses propres intérêts, notamment pour sécuriser l'accès aux minerais stratégiques. C'est pourquoi la RDC doit rester maîtresse de son destin. Tshisekedi doit tirer les leçons du passé. Ni Mobutu, ni Kabila père, ni Kabila fils n'ont su construire une armée forte et un État souverain capable de résister aux ingérences. Aujourd'hui, il n'a plus le droit à l'erreur. L'après-Kagame peut être une opportunité immense pour la RDC.
Pour la première fois depuis 3 décennies, le Rwanda pourrait ne plus être en mesure de dicter l'agenda sécuritaire et économique de l'Est congolais. Cela permettrait à Kinshasa de lancer de véritables programmes de reconstruction, de ramener l'administration dans les territoires abandonnés, de redonner espoir aux millions de déplacés et de bâtir une économie locale tournée vers le développement national et non vers la contrebande. Ce serait aussi l'occasion pour Tshisekedi de sceller des alliances régionales solides avec des pays comme le Burundi, l'Angola, la Tanzanie et de replacer la RDC au centre de la communauté d'Afrique de l'Est, mais en position de force et non de faiblesse. Pour Kagame, la pente est désormais glissante. Ayant perdu diplomatiquement face à Tshisekedi, il n'a plus de bouclier. Son image à l'étranger est ternie, son pays est de plus en plus perçu comme un fauteur de guerre et sa stratégie militaire s'enlise. Les FARDC, malgré leurs difficultés, tiennent le front grâce à l'appui des Wazalendo et des alliés régionaux. Le temps joue contre lui. Chaque mois qui passe accentue son isolement. Chaque communiqué américain, chaque rapport onusien, chaque sanction potentielle rapproche un peu plus son destin de celui de Charles Taylor. Et dans cette logique, le message du Bureau des Affaires africaines des États-Unis n'est pas seulement une condamnation morale, c'est un signal stratégique. Kagame est sur la sellette. S'il persiste, il deviendra un paria international. Et dans ce cas, non seulement il perdra la guerre diplomatique et politique, mais il sera aussi condamné à perdre tôt ou tard la guerre militaire. Car un dictateur isolé n'a plus de marge de manœuvre. Ses alliés l'abandonnent, ses ressources s'épuisent, son armée s'essouffle et son peuple se détourne de lui. Voilà pourquoi Kagame doit craindre l'avenir. Il ne fait plus face à un Congo divisé et silencieux comme à l'époque de Kabila. Il fait face à un Congo qui a trouvé sa voie, qui a un président déterminé et une population mobilisée. Il fait face à une communauté internationale qui commence à comprendre le jeu cynique qu'il a mené pendant 30 ans. Et il fait face à sa propre vulnérabilité, celle d'un homme qui a cru qu'il pourrait manipuler l'histoire indéfiniment, mais qui découvre que l'histoire finit toujours par rattraper les tyrans. Félix Tshisekedi sait que sa victoire diplomatique sur Kagame n'est qu'une étape. L'histoire montre que les guerres ne se gagnent jamais uniquement dans les chancelleries ou les salons feutrés des Nations Unies. La diplomatie fixe les règles du jeu, mais ce sont la force militaire et la résilience économique qui consolident les acquis. C'est ici que se joue l'avenir de la RDC, transformer le succès diplomatique en une victoire militaire, puis en une renaissance économique. D'abord, la dimension militaire. Tshisekedi n'a cessé de répéter que seule une armée forte permettra de protéger la souveraineté du Congo. Les FARDC, affaiblis pendant des années par l'infiltration, la corruption et le sabotage hérités du système kabiliste, sont en pleine mutation. Les purges récentes contre des officiers accusés de détournement ou de complicité avec l'ennemi montrent une volonté claire de rompre avec le passé. Le soutien des Wazalendo, ces volontaires pour la défense de la patrie, incarne l'élan populaire derrière cette transformation. Si Tshisekedi parvient à transformer cette alliance entre armée régulière et forces citoyennes en une véritable synergie, Kagame perdra son avantage militaire. Car Kagame a toujours parié sur deux choses, la faiblesse structurelle des FARDC et l'impunité internationale. Aujourd'hui, ces deux piliers de sa stratégie s'effondrent. L'armée congolaise, bien que perfectible, s'améliore. Et l'impunité disparaît, comme l'a montré le message ferme des États-Unis. Mais Tshisekedi doit aller plus loin. Il doit investir massivement dans la formation militaire, moderniser l'équipement, renforcer la chaîne logistique et surtout instaurer une discipline stricte. Une armée respectée, professionnelle et nationale deviendra l'outil central de la souveraineté congolaise. Elle sera la garantie que plus jamais un voisin ne pourra rêver de balkaniser le Congo. Ensuite, la dimension économique. Tshisekedi a compris que la guerre à l'Est n'est pas seulement une question ethnique ou territoriale, mais avant tout une guerre de prédation. Le Rwanda ne s'acharne pas sur le nord Kivu ou le sud Kivu par hasard. C'est pour contrôler le coltan, le cobalt, l'or et tous ces minerais stratégiques qui alimentent l'économie mondiale. Kagame a bâti son miracle économique sur ce pillage. Pour consolider sa victoire, Tshisekedi doit briser ce modèle. Cela passe par un contrôle strict des chaînes de production et d'exportation, par la traçabilité des minerais et par des partenariats directs avec les grandes puissances consommatrices comme les États-Unis, l'Union européenne, l'Inde et la Chine.
Si la RDC réussit à devenir le fournisseur officiel et légal de ces minerais stratégiques, Kigali sera privé de sa principale source de richesse illicite. C'est ici que la diplomatie et l'économie se rejoignent. Le siège obtenu par la RDC au Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas seulement symbolique, c'est un levier pour défendre la souveraineté économique congolaise. Les accords signés avec les Américains autour des minéraux critiques pour la transition énergétique montrent que Tshisekedi a su convaincre que le Congo est un partenaire stratégique fiable. Cette crédibilité économique est une arme aussi puissante que les chars sur le front. Car si la communauté internationale comprend que la stabilité du Congo est la condition pour sécuriser l'approvisionnement mondial en cobalt et en coltan, alors elle aura tout intérêt à protéger Kinshasa et à sanctionner Kigali. La troisième dimension est psychologique et symbolique. Tshisekedi doit continuer à cultiver le récit de la résistance congolaise. La guerre ne se gagne pas seulement avec des armes, mais aussi avec des récits qui mobilisent un peuple. Kagame avait réussi à imposer le sien, celui du survivant du génocide devenu protecteur de son peuple. Aujourd'hui, ce récit s'effondre, miné par les preuves accablantes de son rôle de bourreau en RDC. Tshisekedi, en revanche, incarne l'espoir d'un peuple qui refuse de disparaître, qui se lève contre la balkanisation et qui revendique son droit à la dignité. En mettant en avant les FARDC, les Wazalendo, mais aussi les figures de la société civile, il peut consolider un imaginaire national puissant, celui d'un Congo enfin debout, uni et respecté. Et cette bataille du récit n'est pas secondaire. Elle explique pourquoi le message du Bureau des Affaires africaines a une portée énorme. Quand Washington reprend à son compte le vocabulaire congolais en parlant d'atrocités, de responsabilités, de sanctions, il valide ce récit de résistance. Cela donne au peuple congolais la certitude que ses souffrances ne sont plus ignorées, et cela renforce la détermination des soldats sur le terrain. Kagame, lui, perd son aura. Là où il apparaissait jadis comme l'homme fort respecté, il n'est plus que le chef d'un régime accusé de crime. Consolider la victoire diplomatique, c'est aussi préparer la victoire économique. Tshisekedi doit investir dans les infrastructures, les routes, les écoles et les hôpitaux de l'Est. Chaque village reconquis par les FARDC doit être un village reconstruit. Chaque territoire libéré du M23 doit voir revenir l'État congolais avec ses services et sa présence. C'est ainsi que la population comprendra que le sacrifice n'est pas vain. C'est ainsi aussi que l'ennemi perdra sa capacité de manipulation. Car si les populations voient l'État les protéger, elles ne céderont plus aux sirènes de la propagande. Au final, Kagame est dans une impasse. Il a perdu diplomatiquement, il est en train de perdre militairement et il va perdre économiquement. Sa vulnérabilité est totale. Tshisekedi, en revanche, a tout à gagner. Il a l'opportunité de devenir le président qui aura mis fin à 30 ans d'humiliation, qui aura sauvé l'unité du Congo et qui aura restauré la souveraineté nationale. Mais pour cela, il doit aller jusqu'au bout. Purifier l'armée, renforcer la diplomatie, structurer l'économie et garder intacte la volonté politique de résistance. Et si Kagame refuse de céder, alors l'histoire l'attend. Le spectre de Charles Taylor plane toujours. Le jour viendra où Kagame découvrira que ses anciens alliés ne le protègent plus, que ses crimes ne sont plus tolérés et que le monde est prêt à le juger. Ce jour-là, il sera trop tard pour lui. Mais ce jour-là sera aussi la victoire du Congo, la victoire de la justice et la victoire de tous les peuples qui refusent de plier devant la tyrannie.